questions venir. Et puis on voit. Monsieur le Conseil fédéral, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Ce sera consacré au diagnostic préimplantatoire ainsi qu'à la question de la révision partielle de la loi sur la transplantation. Pour répondre à vos questions, également est présent sur ce podium Monsieur Matthias Enderle, le chef de la division biomédecine de l'Office fédéral de la santé publique. Je passe pour la présentation des sujets la parole immédiatement à Monsieur le Conseiller fédéral. Très bien, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets que le Conseil fédéral a traités hier. Deux dossiers qui ont trait à la biomédecine, un domaine dans lequel il est beaucoup question de la santé, évidemment, mais aussi de la personnalité, de la dignité humaine. Ces deux dossiers sont le diagnostic préimplantatoire d'une part et la révision de la loi sur la transplantation d'autre part. Sont des dossiers qui sont, pour moi, pour le Conseil fédéral, très importants, raison pour laquelle je souhaitais qu'on ait l'occasion de vous présenter ce matin les lignes qui vont être poursuivies maintenant dans ces deux domaines et les calendriers aussi qui sont prévus pour les prochains mois. Et c'est l'occasion aussi de rappeler qu'effectivement, la santé, au-delà des questions de primes, au-delà des questions de système d'assurance maladie, pose aussi des questions de société, des questions qui sont très importantes. Dans le domaine du diagnostic préimplantatoire, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation. Comme vous le savez, ce diagnostic préimplantatoire est actuellement interdit et la consultation a montré qu'environ 80% des avis qui ont été émis dans la consultation sont favorables à une approche tolérant le diagnostic préimplantatoire. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a chargé le département fédéral de l'Intérieur d'adapter le cadre légal vers une levée de l'interdiction du diagnostic préimplantatoire dans la loi sur la procréation médicalement assistée. Dans ce cadre, il faut noter, je relève ici qu'il ne faut pas modifier seulement la loi, mais il faut également envisager une modification de la Constitution fédérale, son article 119, et ça signifie que si le Parlement ensuite suivra les propositions du Conseil fédéral qui a arrêté hier donc les axes de la réforme, ça signifierait que dans tous les cas, la population pourrait avoir son mot à dire sur ces questions. Quelle est dans les lignes arrêtées hier par le Conseil fédéral, quelles sont les principales nouveautés? Eh bien, la principale nouveauté, c'est qu'il sera dorénavant possible, moyennant le respect de conditions qui sont très strictes, d'étudier un embryon dans l'éprouvette pour y détecter la présence de défauts génétiques graves avant son implantation dans l'utérus de la mère. Et il faut noter qu'une telle analyse ne sera autorisée que pour les couples porteurs d'affections héréditaires lourdes et craignant que leur enfant ne soit gravement atteint. La loi qui est actuellement en vigueur, qui date de 2001, interdit encore aujourd'hui une telle pratique. Les examens sont possibles aujourd'hui que pendant la grossesse. Et si un défaut grave, un problème grave est constaté à cette occasion, ça conduit souvent à un avortement. Et donc, l'autorisation des examens génétiques avant l'implantation des embryons offre aux couples concernés une alternative au diagnostic prénatal tel qu'il existe aujourd'hui. Je tiens à souligner ici que la décision du Conseil fédéral hier précise que le diagnostic préimplantatoire sera réservé aux couples porteurs d'une affection héréditaire lourde, comme par exemple la mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui provoque des troubles graves de la digestion et de la respiration, ou alors comme l'amyotrophie spinale. C'est une maladie héréditaire qui entraîne l'atrophie des muscles. Pour toutes les autres applications du diagnostic préimplantatoire, les autres utilisations ou applications resteront interdites et punissables. On peut citer ici par exemple le dépistage de la trisomie 21 ou alors la sélection de bébés sauveurs en qualité de donneurs compatibles pour soigner un frère ou une sœur malade. Ce sont vraiment des cas qui resteraient interdits et punissables. Quelles sont les autres nouveautés dans le diagnostic préimplantatoire? Les couples porteurs d'une affection héréditaire lourde et qui opteraient pour la fécondation artificielle avec diagnostic préimplantatoire
seront déliés de cette règle des 3. Une nouvelle limite supérieure sera établie à 8 embryons pouvant être développés simultanément par cycle de traitement. Et ces couples obtiendront ainsi les mêmes chances de disposer d'un embryon apte au transfert que les autres couples à traiter. À l'avenir, c'est un autre élément très important, la cryoconservation des embryons produits par fécondation artificielle sera autorisée, d'où la possibilité de ne transférer qu'un seul embryon à la fois et donc limiter le nombre de grossesses multiples à risque. Et ces deux nouveautés, la règle des 8 qui remplace la règle des 3 et l'autorisation de la conservation des embryons nécessitent une modification de la Constitution fédérale. Mesdames, Messieurs, la médecine de transplantation et la médecine et le diagnostic préimplantatoire dont je viens de vous parler maintenant sont des sujets éthiquement très sensibles. Les nouveautés proposées par le Conseil fédéral résultent d'une minutieuse pesée d'intérêts. Il s'agit dans le fond de protéger au mieux la dignité humaine tout en prenant en compte les intérêts personnels des couples concernés. Vous savez qu'il y a eu une consultation en 2011 qui avait fait suite à une autre consultation qui avait eu lieu en 2009. Et les propositions mises en consultation en 2011 par le Conseil fédéral ont été bien accueillies, puisqu'une très large majorité des participants sont pour l'admission du diagnostic préimplantatoire. Je parlais d'environ 80% tout à l'heure, environ 20% sont contre. Et parmi celles et ceux qui approuvent l'introduction d'un diagnostic préimplantatoire, une large majorité de celles et ceux qui approuvent auraient souhaité que la libéralisation aille plus loin, pendant qu'une minorité approuve le projet sans réserve. C'est la raison pour laquelle le message du Conseil fédéral va exposer largement la situation, définir pour quelles raisons nous souhaitons une ouverture, mais avec des critères très stricts, de manière à ce que tous les éléments soient présentés au moment de mener la réflexion. Cela dit, on est dans un sujet qui est éthiquement très délicat, un sujet pour lequel il s'agit, si on veut avancer, de trouver des majorités qui soient stables au Parlement, également devant le peuple. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose un pas qui est un pas très important, mais aussi tout à fait assuré. Il y a un élément aussi important qu'il faut voir, c'est que le projet qui a été mis en consultation en 2011 a été considéré comme médicalement réalisable. Vous vous souvenez que ça n'était pas le cas du projet qui avait été soumis en consultation en 2009. Quelles sont les prochaines étapes pour le diagnostic préimplantatoire? Le Conseil fédéral a chargé hier le département fédéral de l'Intérieur d'élaborer un projet de loi jusqu'à mi-2013, ça veut dire d'ici une année, et ensuite le projet pourra être transmis au Parlement. Il comprendra une modification de la loi et une proposition également de modifier la Constitution fédérale, comme je l'exprimais tout à l'heure. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum zweiten Geschäft kommen, das der Bundesrat gestern diskutiert hat, die Revision des Transplantationsgesetzes. Der Bundesrat hat vom Ergebnis der Vernehmlassung Kenntnis genommen und das SEDI beauftragt, die Botschaft auszuarbeiten. Dabei stehen 4 Neuerungen im Vordergrund. Erstens, so sollen Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in der Schweiz krankenversichert sind, künftig bei der Zuteilung von Organen zur Transplantation gleich behandelt werden wie Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Und damit erfüllt der Bundesrat eine entsprechende Motion des Parlaments. Zweitens wird im Gesetz explizit ausgeführt, dass Angehörige nicht erst nach dem Eintritt des Todes zu einer Organentnahme befragt werden können, sondern schon nach dem Entscheid, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzubrechen. Die dritte Neuerung betrifft die Zustimmung zu vorbereitenden medizinischen Maßnahmen. Diese sind nötig, um die Organe vor Schaden zu bewahren. Und schon heute ermöglicht das Recht, dass Stellvertreter für
Urteilsunfähige, die keinen Willen deponiert haben, in vorbereitende medizinische Maßnahmen einwilligen können. Im Transplantationsgesetz ist dies jedoch nicht explizit erwähnt, weshalb nun festgelegt wird, wer stellvertretend zustimmen darf. Das Interesse einer Person, in Würde zu sterben, darf von den vorbereitenden Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Und schließlich, viertens, wird die finanzielle Absicherung der Lebensspender verbessert. Die Versicherer werden verpflichtet, die Kosten der Nachbetreuung in Form einer Pauschale zu begleichen. Ces adaptations qui sont préconisées par le Conseil fédéral constituent une clarification utile sur des questions importantes tout en améliorant la situation des intéressés, de leurs proches et du personnel médical. Ces modifications ont été proposées dans la consultation. Elles ont bénéficié d'un large soutien durant la procédure de consultation. Le département fédéral de l'Intérieur, à la demande du Conseil fédéral, élaborera à présent le message qui sera transmis probablement déjà vers la fin de cette année. Il y a dans ce domaine aussi d'autres étapes. Outre la révision de la loi sur la transplantation, l'Office fédéral de la santé publique prépare un rapport en réponse aux 3 postulats, Gutzwiller, Favre, Amerz, sur les possibilités d'augmenter le nombre d'organes disponibles en Suisse. Et dans ce cadre-là, la faisabilité de plusieurs mesures sera examinée, notamment la question de savoir s'il faut élaborer un registre national des donneurs, la question de l'inscription de la qualité de donneur d'organes sur la carte d'assuré ou le permis de conduire, la question également du principe du consentement éclairé, comment est-ce qu'il faut mettre en place ce principe de consentement éclairé. Est-ce que quiconque ne s'y est pas formellement opposé est considéré comme un donneur potentiel? Enfin, toutes ces questions-là doivent être encore étudiées. Leur faisabilité doit être également étudiée. Dans ce cadre-là, on tient compte également des réflexions posées par la motion Bartassa, inscrire la mention de donneur d'ordre sur les documents officiels, c'est le nom de la motion. Elle est actuellement en suspens, mais évidemment, elle pose des questions auxquelles nous souhaitons pouvoir également répondre en amenant les éclaircissements nécessaires. Le rapport de l'OFSP sur ces questions-là sera prêt et livré en même temps que le message relatif à la révision partielle de la loi sur la transplantation dont je vous ai parlé maintenant. Et ça signifie qu'ainsi le Conseil fédéral pourra présenter au Parlement une vue d'ensemble comme base de discussion aux activités qui s'imposent au niveau fédéral dans le domaine de la médecine de transplantation. Voilà, mesdames et messieurs, les décisions du Conseil fédéral hier sur ces sujets qui sont sensibles, extrêmement importants, des sujets de société qui nous interpellent toutes et tous et sur lesquels il appartient également au Conseil fédéral de donner son avis, de montrer dans quelle direction il souhaite agir. Et c'est ce que je souhaitais vous communiquer ce matin. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. À qui puis-je donner la parole? Madame Imsand. En ce qui concerne le diagnostic préimplantatoire, pour quelles raisons est-ce que le Conseil fédéral s'oppose au dépistage de problèmes génétiques comme la trisomie 21? Le Conseil fédéral a décidé, je le mentionnais tout à l'heure, d'avoir dans ce domaine un pas qui soit important, mais qui soit aussi assuré que possible. Aujourd'hui, ces diagnostics préimplantatoires sont interdits. Donc le principe de la décision hier, c'est de lever cette interdiction et d'aller vers une autorisation avec des conditions très strictes. Le principal élément qui a été pris en compte pour avoir une vision assez stricte dans ce domaine-là, c'est tous les risques qui sont liés au détournement ou à ce qu'on peut faire avec ces méthodes techniques, notamment avec les risques liés à l'eugénisme. Et l'idée, c'est de dire il faut pouvoir, dans les cas où tous les indices montrent que des maladies héréditaires très graves peuvent intervenir, on peut utiliser le diagnostic préimplantatoire, mais il faut, mais ça je tourne aussi vers M. Enderle, ce qui est prévu, c'est que les demandes soient exprimées avant que ce soit réalisé.
pour qu'on ait un contrôle très précis. Je vous laisserai compléter tout à l'heure. Et puis dans les autres cas, eh bien, on pose cette limite pour ne pas ouvrir vers des comportements qui pourraient ensuite poser toute la question de l'eugénisme. Monsieur Enderle, oui, merci beaucoup. Donc, il y a deux aspects. C'est premièrement les aspects que le conseiller fédéral, M. Berset, a déjà énoncés. Et en plus, après, il y aura naturellement aussi un contrôle assez strict. Ça veut dire qu'au niveau des centres qui font ces diagnostics et qu'ils auront besoin d'une autorisation de l'OFSP, ça c'est d'un pas. Deuxième pas, chaque diagnostic préimplantatoire doit être annoncé à l'OFSP et sur le niveau donc, du médecin, le médecin doit assurer un conseil médical suivi donc, pour les couples ainsi que il doit assurer des procédures de qualité. Donc tout pour empêcher qu'il y ait une dérive des lignes de conduite que la loi prévoit. Merci. D'autres questions? Monsieur Canonica? Oui, toujours sur le même domaine. Est-ce qu'il y a déjà une évaluation combien de cas il pourrait y avoir moyennement dans une année de ce genre de diagnostic? Les premières informations qu'on avait, j'ai ça ici, parlent d'environ 50 à 100 cas par année. C'est ce qu'on imagine plus ou moins avec la réglementation qui est prévue. C'est donc assez restrictif. L'idée, c'est justement de l'ouvrir que dans les cas où c'est très très important de pouvoir offrir ces possibilités techniques aux couples concernés. C'est naturellement assez important de savoir quelle est l'ouverture qu'on donne là. Et l'idée, encore une fois, c'est de faire un pas qui soit assuré. M. Enderle, si vous avez un complément à apporter là-dessus? Non, juste que ces estimations se basent sur des calculs qu'on a faits en fonction des expériences qu'on a fait à l'étranger. Monsieur Berenbold. Ja, nur eine kleine Zusatzfrage dazu. Sind das sehr spezialisierte Zentren, die diese Diagnostik machen, oder kann das jedes Spital zum Beispiel? Nein, wir gehen davon aus, dass es sogenannte IVF-Zentren sein werden, also Zentren, die die In-vitro-Fertilisation betreiben werden. Und für diese Technik braucht es ein spezielles Wissen. Und wie viele sind das jetzt in der Schweiz? Unseres Wissens sind es ungefähr 5. Monsieur Krauthammer. Ich hätte doch noch mal eine Nachfrage in Bezug auf diese Trisomie 21. Bedeutet das konkret, dass die Wortwahl ist natürlich schrecklich, dass bei der PID Trisomie 21 nicht in Anführungszeichen ausgeschieden werden dürfte, dann aber in einem späteren Verlauf, wenn die Frau schwanger wird und man sieht oder man kennt Nackenfalte oder was auch immer, dass das Kind eine Trisomie 21 hat, das Down-Syndrom, dass es dann als medizinische Indikation weiterhin abgetrieben werden dürfte. Ist das nicht eine komische Situation, die sich hier dann präsentiert? Die Frage ist natürlich, wie gestaltet sich der Schutz des Embryons in diesen Situationen? Und man geht davon aus, dass im ersten Fall, nämlich bei der Präimplantationsdiagnostik, der Embryo stärker ausgesetzt ist auf Interventionen als bei einer Pränataldiagnostik, wo quasi nicht nur beim Embryon eingegriffen wird, sondern auch gleichzeitig bei der Frau. Und weil es diese zwei Individuen gibt, wenn man so sagen will, geht man davon aus, dass der Embryon eben besser geschützt ist. Aber es ist so, dass die Pränataldiagnostik insofern liberaler geregelt wäre als die Präimplantationsdiagnostik. Die Nachfrage, wie macht das auch ethisch Sinn? Also Sie haben das erklärt, Mutter und Tochter und Mutter und Embryo, beziehungsweise Embryo alleine, aber ist das ethisch nachvollziehbar, dass man da eine Schwangerschaft dann nachher auch durchzieht und nachher trotzdem die medizinische Indikation gegeben sein könnte für eine Abtreibung? Es gibt eine Güterabwägung einerseits des Schutzes des Embryons, der sehr hoch gestellt wird gegenüber dem Interesse oder dem Schutz der Frau nach einer reibungslosen Schwangerschaft. Und in diesem Sinn wird im Rahmen der PID
eben der Schutz des Embryons höher gewichtet als der Schutz der Frau. Aber es ist tatsächlich so, dass man diesen Punkt diskutieren kann und wir gehen davon aus, dass er auch im Rahmen der parlamentarischen Debatte Anlass zu Diskussionen geben wird. Juste un mot là-dessus, ce que vous mentionnez maintenant, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic préimplantatoire du tout, mais la possibilité de recourir à l'avortement existe. Oui, Monsieur Brocci. Ja, kann man noch sagen, wie viele Erbkrankheiten ungefähr sind das, die man dann diagnostizieren darf? Und ist es so, dass, also wenn man dann bei einem Paar das untersuchen darf, sieht man dann überhaupt, ob zum Beispiel Trisomie 21 vorhanden ist, oder sind diese Tests so, dass man das dann gar nicht sieht? Also die Frage ist sozusagen, würde man dann im Wissen, dass dieses Kind eigentlich Trisomie 21 hat, also wie ist das genau? Ja, es ist natürlich klar, dass wenn Sie solche Tests durchführen, dass natürlich auch Chromosomenanomalien, zu denen ja die Trisomie 21 gehören, entdeckbar sind. Aber es ist klar, dass man hier als Gesetzgeber auch Grenzen setzen muss. Aber das würde ja dann heißen, also man entdeckt es dann und dann geht man davon aus, dass dann der Arzt das ignoriert, oder wie? Also es ist eine komische Situation. In der Tat ist es eine sehr schwierige Situation, das ist richtig. Noch wie viele Erbkrankheiten ungefähr verschiedene? Also gibt es denn, wenn man sagt, schwere, die da diagnostiziert werden dürfen? Heute können 200 Erbkrankheiten diagnostiziert werden. Monsieur. Oui, la question de M. Brocci est évidemment très importante. Comment est-ce qu'on fait pour poser la limite? Mais cette question de limite, elle va être certainement, elle était au cœur de la réflexion que nous avons menée dans le département, qui a conduit à cette proposition au Conseil fédéral, et c'était aussi au cœur de la réflexion du Conseil fédéral. Ce sera certainement aussi un débat important au Parlement. Et cette question de la limite, elle se pose de toute façon, on ne peut pas y échapper. Vous l'avez posée maintenant de cette manière-là, mais si on va plus loin, elle se pose un peu plus loin avec les questions plus liées à l'eugénisme. Donc la question de la limite est une question difficile, mais elle est inévitable. Et ensuite, c'est une question d'équilibre de la proposition, et c'est une décision politique aussi à la fin. Éthique et politique. Monsieur Berenbold. Ja, das verstehe ich schon richtig, dass wenn ein Arzt, der diese Diagnostik macht, Trisomie 21 entdeckt bei einem Embryo, hat er ja noch 7 andere, die er einpflanzen kann. Und die zweite Frage war, Sie sagten, bei der Abtreibung würde anders gewichtet, weil da auch die Interessen der Frau mit einbezogen würden. Ich sehe nicht, wie bei Trisomie 21 ist die Frau da in ihrer Gesundheit betroffen. Also, ja, meine Aussage war, dass man eine unterschiedliche Güterabwägung macht bezüglich einerseits dem Schutz des Embryons und andererseits der Schutz der Frau und ihrer Gesundheit. Und bei der Pränataldiagnostik geht man davon aus, dass die Schwelle, etwas dann zu unternehmen, wenn der Embryo bereits im Körper der Frau ist, anders ist und somit eigentlich der Embryo besser geschützt ist, als wenn er außerhalb des Körpers der Frau ist. Und deshalb hat man gesagt, man will einen höheren Schutzwall um den Embryon bauen, wenn es um die Präimplantationsdiagnostik geht, als wenn es um die Pränataldiagnostik geht. Aber es ist richtig, diese Diskussion nochmals zwischen Präimplantation und Pränataldiskussion, das ist auch ein gesellschaftspolitischer Diskurs, der geführt werden muss. Und wie Herr Berset bereits gesagt hat, es ist dann auch Teil der parlamentarischen Debatte und der Meinungsbildung auf gesellschaftspolitischer Ebene, ob man die 1:1 gleichstellen will und diese Güterabwägung anders vornehmen will oder ob man die Präimplantationsdiagnostik gegenüber der Pränataldiagnostik anders behandeln will. Vielleicht noch meine erste Frage. Sehe ich das richtig, dass der Arzt dann noch 7 andere Embryonen hat, die er auch einpflanzen kann und die vielleicht nicht Trisomie 21 aufweisen? Oder das ist effektiv eine Schwierigkeit, wenn das Wissen vorliegt, wie dann der Arzt handelt. Aber
wenn der Vorschlag des Bundesrates durchkommt, ist die Sachlage sehr klar, nämlich dass überzählige Embryonen entweder verworfen werden müssen oder der Forschung zugeführt werden müssen. Was ich damit sagen will, ist, der Arzt wird natürlich das Embryon einpflanzen, das die größere Überlebenswahrscheinlichkeit hat und Entwicklungsfähigkeit hat. Und von dem her ist ja nicht auszuschließen, dass er das Embryon nehmen wird, das die bessere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Dann ist das eine Scheinbestimmung mit Trisomie 21. Scheinbestimmung. Also man, auch wenn Sie sagen, darf nicht getestet werden, aber wenn man das entdeckt, dann ist es nur noch zum Schein verboten, dann nicht zu implantieren. Okay. La question, non mais il y a deux questions. La première, je suis incapable d'y répondre, c'est de savoir, et c'est la question de M. Brocci aussi, si on le voit de toute façon. Moi, je pars de l'idée que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et qu'on trouvera des réponses aux questions qu'on pose. Est-ce que ça se retrouve par hasard? On va découvrir tout à coup des maladies génétiques par hasard? Ça, j'arrive pas à répondre. Ça, c'est une question vraiment à laquelle les spécialistes doivent répondre. Par contre, la question politique, il ne faut jamais oublier de quelle situation on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas de diagnostic préimplantatoire et vous avez la possibilité de recourir à l'avortement. Et la question, c'est, puisque ce diagnostic préimplantatoire existe, que la technique existe, est-ce que dans les cas où on peut avoir de sérieuses craintes qu'il y ait des problèmes très graves, est-ce qu'on peut recourir au diagnostic préimplantatoire, oui ou non? La réponse du Conseil fédéral, c'est oui. Maintenant, est-ce qu'on doit le limiter strictement? La réponse, c'est oui. Pourquoi faut-il le limiter strictement? Parce que sinon, on a exactement les questions que vous posez maintenant. La première question, c'est la trisomie 21. Puis après, on peut aller très loin. Raison pour laquelle la vision du Conseil fédéral est stricte. C'est précisément pour cette raison-là. Et les questions que vous posez montrent très bien, et je pense que le débat va être identique dans la suite de ce dossier, y compris au Parlement, les questions que vous posez montrent très bien que si on ouvre plus, on a des questions qui deviennent de plus en plus difficiles à résoudre en matière de limitation. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a défendu une vision relativement stricte dans ce dossier. Monsieur Krauthammer. Ich hätte doch noch eine Nachfrage, Herr Bundesrat. Es geht ja darum, die schweren Gendefekte auszuscheiden, in Anführungszeichen. Wie kommt der Bundesrat darauf, dass gerade bei Trisomie 21 beispielsweise eine Grenze gemacht wird? Wie hat er diese Kompetenz erhalten, um genau bei diesem Krankheitsbild zu sagen, das ist eben nicht genug schwer, als dass es innerhalb der PID ausgeschieden werden dürfte? Wie kommt man zu solch einem Entscheid? Woher haben Sie diese Entscheidfindung genommen? Ce qui permet de recourir au diagnostic préimplantatoire sont des conditions de départ qui laissent penser qu'il y a des dangers qui sont très élevés pour les embryons et pour les enfants qui sont à naître. Dans le cadre de la trisomie 21, mais ça je vous laisserai encore M. Enderle les compléter tout à l'heure, on a évidemment affaire à une situation un tout petit peu différente des maladies que j'ai citées en premier. Je vous ai parlé de la mucoviscidose, de la myotrophie spinale. Il faut voir quelles sont les conséquences directes de souffrance aussi, qui peut être extrêmement brutale pour les personnes qui sont concernées. Puis l'autre élément, évidemment, c'est que autour de la trisomie 21, vous avez tout le débat de l'eugénisme qui commence. Alors ça, c'est pas moi qui ai posé les conditions du débat sur ce qu'on a comme comportement eugénique ou pas, mais c'est un débat qui existe, dont il faut prendre connaissance. Et c'est un des rôles, je crois, d'une autorité politique, de considérer aussi la réalité du débat, tel qu'il se développe depuis longtemps d'ailleurs, au moment de prendre de telles décisions. Maintenant, sur les éléments techniques et sur l'appréciation des maladies, je ne sais pas si M. Enderle, vous pouvez compléter. Ja, also im Zusammenhang mit einer spontan genetischen Anomalie hat Berse bereits schon gesagt, es stellt sich die Frage der Eugenik. Das ist ein wesentliches wertendes Urteil. Spontane genetische Anomalien werden im Rahmen eines Screenings erfasst.
Und dann screent man die Embryonen auf genetische Anomalien. Ich würde in diesem Zusammenhang sagen, vielleicht was vorher etwas für Verwirrung gestiftet hat. Wenn man gezielt nach einer Krankheit sucht, dann identifiziert man die einzelnen Krankheiten. Wenn man aber ein Screening macht, dann besteht das Wissen über verschiedene Erbkrankheiten. Und der Bundesrat hat einfach entschieden, dass man kein sogenanntes Aneuploidie-Screening durchführen will, wo dann quasi systematisch hervorgeht, ob jetzt jemand ein Embryo auf Trisomie 21 eine Vorbelastung hat oder nicht. Et ça, c'est aussi une réponse à ce que disait M. Brocci tout à l'heure. C'est-à-dire que vous trouvez ce que vous cherchez. Madame Walser. Eine kleine Nachfrage. Sie haben gesagt, 200 Erbkrankheiten kann man diagnostizieren. Das wären dann 200, auf die man gezielt sucht. Oder ist es nur ein Teil dieser? Die PID ermöglicht, 200 Erbkrankheiten zu identifizieren. Aber welche dann im Rahmen der PID in der Schweiz zulässig sind, quasi zu detektieren, das ist ein Entscheid, der dann im Rahmen auch der parlamentarischen Beratung gefällt werden muss. Aber Herr Berset hat bereits 2 Krankheiten genannt, die auf die PID anwendbar wäre. Andere Krankheiten wären in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch Chorea Huntington oder eine andere wäre auch die Duchenne-Muskeldystrophie, die im ersten Lebensjahr quasi ausbricht und dann sich im Verlauf der Entwicklung des Kindes verstärkt mit einer erwarteten Lebenserwartung von 20 bis 25 Jahren. Il y a encore 2 éléments de ma part. Le premier, c'est que dans l'élaboration du message, jusqu'en juin à peu près, enfin, jusqu'à l'été prochain, il y aura certainement une réflexion approfondie sur ces questions, premier élément. Deuxième élément, c'est que sur l'ensemble des maladies génétiques qui peuvent être détectées avec un diagnostic préimplantatoire, il y en a qui sont d'une extrême gravité, et puis il y en a aussi qui sont beaucoup moins problématiques. Et donc la question qui va se poser là, c'est de nouveau la question de l'Abgrenzung, évidemment. Mais on ne peut pas considérer automatiquement que ces 200 maladies doivent toutes pouvoir être détectées et puis ensuite pouvoir conduire à une décision d'implanter ou pas l'embryon. Donc la question de la délimitation est évidemment très importante et ça va être un des éléments importants sur lesquels il faudra maintenant se pencher en détail dans l'élaboration du message. Monsieur Alonso. Une question un peu informative et sans doute un peu violente quand je vais la poser, mais voilà. Est-ce qu'à l'heure actuelle, que je comprenne bien, est-ce qu'à l'heure actuelle, un diagnostic d'une trisomie 21 hors délai est on peut demander un avortement hors délai pour une trisomie 21. Parlez maintenant de la question de l'avortement et pas de diagnostic préimplantatoire puisqu'il est interdit. Voilà. Vous avez la réponse à cette question? Non, c'est pas. Oui, après on clarifiera. Ça, je suis incapable. Je ne veux pas vous dire de choses imprécises maintenant. Ça, il faut que je clarifie la question. Enfin, pas la question, la réponse. Puis je vous la donne tout à l'heure. Oui, Monsieur Nebel. J'aurais une question sur les critères qui définissent les maladies génétiques graves. Est-ce que vous avez déjà un peu esquissé? Le trisomie 21 n'est pas une maladie, pas autorisé un diagnostic préimplantatoire. Par contre, mucoviscidose, oui. Alors, est-ce que c'est l'espérance de vie, c'est les souffrances? Est-ce que vous pourriez donner 2-3 critères déjà qui vont permettre, dans l'élaboration du message, de dire telle maladie oui, celle-là non? Also es gibt 3 wesentliche Kriterien, die bereits auch schon genannt wurden im Rahmen der Rahmenbedingungen, nämlich, dass der Ausbruch der Krankheit vor 50 Jahren stattfindet. Zweitens, dass es keine zweckmäßige und wirksame Therapie hierfür gibt und auch eine klare Aussage der Eltern, dass für sie diese Situation nicht zumutbar wäre. Monsieur Bernbold. Sorry, aber ich hätte noch eine Frage zum Transplantationsgesetz. Und zwar die vorbereitenden Maßnahmen zu einer Transplantation. Was beinhalten die genau und ab wann dürfen die einsetzen? Kann da schon mal ein Schnitt gesetzt werden? Oder wie sieht das aus? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question, mais il y a un élément que j'ai détaillé tout à l'heure sur la transplantation, c'est le fait de savoir à partir de quel moment
il est possible d'envisager la question, c'est à partir de la mort de la personne concernée ou de l'arrêt des mesures qui maintiennent la vie. Je vous ai indiqué que là, il y a cette différence. Je crois que ça change simplement le moment à partir duquel la question peut être abordée. C'était votre question ou bien pas? Oui, c'était la question du quel moment on peut commencer avec les préparatoires pour la transplantation. Et c'est quoi exactement les préparatoires? Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Also der Entscheid, vorbereitende Maßnahmen zu treffen, erfolgt natürlich im Moment, wo man entschieden hat, keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr aufrechtzuerhalten, den Patienten oder die Patientin am Leben zu erhalten und zu einer Genesung zu führen oder zu einer Heilung zu führen. Die Maßnahmen umfassen einerseits die künstliche Beatmung und andererseits auch Medikamente für die Stabilisierung des Kreislaufes und für die Hormone, um letztlich auch die Qualität der Organe erhalten zu können. Das heißt, die Beatmung geht weiter, auch wenn man abstellt, die lebenserhaltenden Maßnahmen? Ja, das Herz muss ja das Blut dann weiterhin in die Organe transportieren, damit diese Organe auch dann in ihrer Qualität erhalten bleiben. Un élément, c'est ce moment. Et puis l'autre élément que j'ai mentionné également, c'est l'implication de représentants pour les personnes qui sont incapables de discernement. Ça, c'est l'autre. Je ne sais pas si votre question touche à ce deuxième élément. Là, on a une pratique aujourd'hui qui existe, mais qui n'a pas d'ancrage légal. Et l'idée, c'est d'avoir un ancrage légal pour cette pratique, qui, dans le fond, est assez pragmatique, si je peux le dire comme ça fonctionne aujourd'hui. La question était plutôt technique, mais merci. Okay. Madame Alix. Oui, j'ai encore une question au sujet du DPI. On a l'impression que vous reprenez exactement la ligne de votre prédécesseur. Vous avez l'air convaincu, mais est-ce que personnellement, vous aimeriez aller plus loin? Ou comment est-ce que vous voulez imprimer votre patte à ce dossier? Et sur quels éléments, si jamais? Imprimer une patte à un dossier. Vous savez, je crois que le fait que je sois présent aujourd'hui devant vous pour vous présenter ces deux éléments, loi sur la transplantation et diagnostic préimplantatoire, montre l'importance que j'y accorde, parce que ce sont des questions de société qui sont très importantes, même si elles sont difficiles à traiter. Ce n'est pas parce qu'une question est difficile à traiter qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, le diagnostic préimplantatoire est interdit. L'idée, c'est d'avoir la possibilité de l'ouvrir. C'est souhaité par une majorité dans la consultation, mais on a déjà senti jusqu'à maintenant que le débat sur ces questions-là est très, très sensible. Et je crois qu'on ne peut pas, dans un domaine aussi sensible, faire autre chose qu'un débat qui soit aussi précis, large, mais dépassionné que possible. Et pour réussir ce pas, il faut aussi avoir de la mesure dans les éléments qui sont proposés. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la volonté du Conseil fédéral, c'est de passer d'une interdiction du diagnostic préimplantatoire à une autorisation dans certains cas du diagnostic préimplantatoire. Et ça nécessite, je vous l'ai déjà indiqué, non seulement une modification de la loi, mais une modification de la Constitution fédérale. Une modification de la Constitution fédérale signifie une majorité du peuple et des cantons. Ça signifie un large débat sur ces questions éthiques, médicales, sociales, politiques dans l'ensemble de la population. Et voilà, j'essaye simplement d'avancer avec mesure. Quand je parlais tout à l'heure de pas qui sont assurés, c'est véritablement de passer aujourd'hui d'une interdiction à une ouverture, mais de ne pas créer un débat qui, à la fin, ou de ne pas générer de débats qui, à la fin, ne permettent pas cette ouverture. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que vous présentiez au Parlement autre chose que ce nombre de 8 embryons, par exemple ou... Non, parce qu'en réalité, je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter la décision du Conseil fédéral hier. Hier, le Conseil fédéral a pris une décision de principe sur la ligne qui va être développée dans le message, et ces éléments ont été maintenant fixés par le Conseil fédéral, et vous devez vous attendre à ce qu'ils se retrouvent dans le message.
Y a-t-il d'autres questions? Ça n'est plus le cas, donc nous allons conclure ici. Je vous remercie. Nous allons chercher la réponse pour M. Alonso. On vous la fournit tout de suite. Je vous remercie. Vous souhaite une excellente journée.